Bonjour à vous et bienvenue. Le cours d'aujourd'hui sera consacré à l'intensité énergétique du PIB et à l'intensité carbone des pays du Sud. Le rôle de l'énergie dans les processus de développement est fondamental, tant pour les pays de l'OCDE que pour les pays émergents. Face aux incertitudes croissantes de la nouvelle ère énergie-climat, combinant une raréfaction de l'accès à l'énergie et une augmentation du dérèglement climatique, les enjeux de développement des pays du Sud demeurent cruciaux. Ils s'intègrent donc au défi consistant à produire plus de richesses avec moins d'énergie d'origine fossile pour réduire leurs émissions de carbone. En d'autres termes, il s'agit avant tout de savoir dans quelle mesure les pays émergents ont entamé un processus de transition énergétique. Ce qui nous amène à examiner le caractère énergivore des modèles de croissance des pays du Sud, ce que nous ferons dans cette session, en nous intéressant à trois cas pays: l'Indonésie, la Jordanie et le Nigeria. À l'aune de ces exemples de pays, nous aborderons l'intensité énergétique du produit intérieur brut avant d'examiner le contenu en carbone de leur économie et la question des émissions de dioxyde de carbone. Alors l'énergie est un facteur de production essentiel à la croissance économique. De fait, le rôle de l'énergie dans les processus de développement des pays du Sud est crucial. Il matérialise, d'une part, la relation de causalité univoque de la croissance de la consommation d'énergie vers la croissance du PIB, et d'autre part, l'importance de l'élasticité du PIB par rapport à la consommation d'énergie primaire que plusieurs économistes ont spécifié. Alors l'énergie est donc bien un facteur de production fondamental pour l'essentiel des pays de l'OCDE, mais également pour les pays émergents. Et corollairement, cela signifie que l'augmentation du PIB a été largement conditionnée jusqu'à aujourd'hui par l'accroissement de la consommation d'énergie. Dans un contexte de contraintes de plus en plus fortes d'accès à l'énergie, la capacité des pays émergents à substituer d'autres ressources énergétiques au pétrole par la transition énergétique s'ajoute au défi de leur développement et de la réduction de la pauvreté. Ce qui nous amène à nous intéresser à l'intensité énergétique du PIB, qu'on peut définir de la manière suivante, à savoir la quantité d'énergie consommée en tonnes équivalent pétrole par unité de PIB. Autrement dit, c'est le rapport entre la consommation d'énergie primaire, y compris l'électricité, et le PIB mesuré en dollars constants et à taux de change de marché. Il permet d'expliciter le caractère énergivore d'une économie et d'établir des comparaisons entre pays. Pour autant, un pays présentant une faible intensité énergétique au PIB ne signifie pas nécessairement que son secteur énergétique est efficient. Alors croisons cet indicateur par le niveau de PIB par tête. Pourquoi ? Car empiriquement, on observe une relation statistique robuste entre intensité énergétique du PIB et PIB par tête. C'est un indicateur proxy de l'efficacité énergétique de la production. Ainsi, plus le niveau de la richesse par habitant augmente, plus l'intensité énergétique du PIB diminue. Il peut être mis en relation avec la structure productive de l'économie. Ainsi, par rapport à sa classe de revenus, un niveau d'intensité énergétique du PIB peut caractériser une sous-efficacité productive et donc le caractère énergivore de l'économie. Au niveau mondial, 0,2 tonnes équivalent pétrole est nécessaire pour produire 1000 dollars de PIB en 2015. Alors à présent, examinons l'intensité énergétique du PIB de trois pays présentant des profils macro-énergétiques différents et issus de trois zones géographiques différentes: l'Indonésie, la Jordanie et le Nigeria. Alors pour l'Indonésie, par rapport à sa classe de revenus, l'économie indonésienne dans son ensemble n'apparaît pas anormalement énergivore. Ainsi, en tenant compte de son niveau de développement mesuré par le revenu moyen par tête, la consommation d'énergie de l'Indonésie apparaît conforme aux standards internationaux dans le temps et par rapport aux pays de sa classe de revenus, tant en consommation par tête, environ 1 tonne équivalent pétrole, qu'en énergie consommée par unité de revenu. L'intensité énergétique du PIB de l'Indonésie
d'à peu près environ 0,5 tonnes équivalent pétrole pour 1000 dollars. Pour comparaison, la Chine, dont le niveau de richesse par habitant est supérieur à l'Indonésie, 6 500 dollars par habitant pour la Chine contre 3 800 pour l'Indonésie, présente une intensité énergétique au PIB bien supérieure à 0,7 tonnes équivalent pétrole pour 1000 dollars de PIB, caractérisant une sous-efficacité de la production énergétique chinoise. À quoi peut-on attribuer la réduction de l'intensité énergétique de l'Indonésie par rapport à sa classe de revenus? Examinons la décomposition sectorielle de la valeur ajoutée. Il ressort que la réduction tendancielle de l'intensité énergétique, observée dans le temps comme dans l'espace, résulte en premier lieu d'un effet de structure du PIB par substitution des services à l'industrie. Ainsi, la part de la valeur ajoutée de l'industrie dans le PIB a légèrement diminué, à 40% de la valeur ajoutée totale en 2015, alors que celle des services a progressé de près de 10 points de pourcentage entre 1980 et 2015, à 43% de la valeur ajoutée totale. Les activités de services étant moins intensives en énergie, leur progression tendancielle dans la valeur ajoutée totale explique une part importante de l'amélioration de l'efficacité énergétique de l'Indonésie. Pour autant, peut-on considérer l'amélioration de l'efficacité énergétique entre 1980 et 2015 comme le signe d'une amorce de transition énergétique de l'Indonésie? Autrement dit, le pays a-t-il substitué d'autres ressources énergétiques au pétrole, gaz et charbon? Ce qui nous amène à introduire le concept de mix énergétique. On peut définir le mix énergétique comme la répartition des différentes sources d'énergie primaire, c'est-à-dire l'ensemble des sources d'énergie à l'état naturel non transformées dans la consommation énergétique finale d'un pays. Au niveau mondial, le mix énergétique est dominé à plus de 80% par les énergies fossiles. Pour l'Indonésie, le mix énergétique est composé pour plus de 95% par le pétrole, gaz et charbon, le plaçant ainsi parmi les grands producteurs d'énergie fossile. La forte composition des énergies fossiles dans la consommation énergétique finale en Indonésie est structurelle. Elle résulte notamment du fait de la forte dotation du pays en ressources énergétiques fossiles. Le niveau de réserve prouvé de pétrole représente 11 années du niveau actuel de production. Pour le gaz, l'Indonésie figure parmi les premiers producteurs mondiaux avec un niveau de réserve sur production estimé à 35 années. Enfin, la production de charbon a connu un essor considérable depuis le milieu des années 90, avec une multiplication par plus de 8, et l'état des réserves représente plus de 70 années de production. Le charbon occupe ainsi une place de choix dans le bouquet énergétique de l'Indonésie, avec 35% de la consommation d'énergie primaire sur ces 5 dernières années. En raison de ses caractéristiques géographiques, l'Indonésie présente un potentiel de ressources énergétiques renouvelables. À cet égard, les autorités indonésiennes souhaitent faire évoluer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à 23% à l'horizon 2025 contre seulement 6% aujourd'hui. C'est un objectif ambitieux mais probablement contraint selon l'Agence internationale de l'énergie. Examinons à présent le cas de la Jordanie. La Jordanie est un pays quasiment dénué en ressources d'hydrocarbures conventionnels. Son modèle de croissance, assez faiblement industrialisé, est composé essentiellement par le secteur des services, avec 66% de la valeur ajoutée totale, associée au secteur public et financier notamment. Si bien que l'intensité énergétique de la Jordanie, près de 0,4 tonnes équivalent pétrole pour 1000 dollars de PIB, apparaît assez proche des niveaux médians et moyens constatés sur un périmètre des pays émergents comparables. Elle est même plus faible que l'Indonésie par exemple, dont le niveau de richesse par habitant est assez proche. Eu égard à ses caractéristiques géographiques et géologiques, la Jordanie a fait très peu évoluer son mix énergétique jusqu'en 2011. Celui-ci était composé à 80% d'hydrocarbures, pétrole et gaz, en 2011. Des ressources presque totalement importées et en particulier à un seul partenaire commercial, l'Égypte, pour ce qui concerne le gaz jusqu'à cette année. Cette forte exposition de la Jordanie, dans un contexte de vulnérabilité macro-énergétique forte, a conduit le pays à revoir sa politique énergétique après les ruptures d'approvisionnement en gaz
et ses conséquences sur les équilibres macroéconomiques. Plus 20 points de pourcentage de PIB d'endettement public en 5 ans, avec un accroissement du besoin de financement externe de la Jordanie. Et donc c'est suite à ce choc exogène que la Jordanie a mis en place une politique de diversification de ses sources d'approvisionnement, mais aussi de son mix énergétique grâce à un fort potentiel de la filière solaire. La production d'électricité en énergie renouvelable, sources solaires et éoliennes, devrait représenter 25% de la génération d'électricité totale d'ici à 2020. De ce fait, en augmentant la part des énergies renouvelables dans son bouquet énergétique, la Jordanie réduit mécaniquement sa forte dépendance énergétique externe. De ce point de vue-là, le pays a entamé sa transition énergétique. Dernier exemple, le cas du Nigeria. Avec une consommation énergétique de 134 tonnes équivalent pétrole en 2015, le Nigeria figure parmi les premiers consommateurs d'énergie avec l'Afrique du Sud. Son intensité énergétique, 0,5 tonnes équivalent pétrole pour 1000 $, est en revanche relativement faible par rapport aux pays de sa classe de revenus et particulièrement en comparaison avec le niveau de richesse par habitant proche de 2500 $ constants. Sa réduction dans le temps est simplement le résultat d'un accroissement des activités de services dans le PIB, de télécommunications, bancaires et cinématographiques. Celles-ci représentent plus de 50% de la valeur ajoutée totale, alors que la part dans le PIB des activités pétrogazières a diminué pour représenter moins de 15%, contre 37% au début des années 90. Cette baisse relative masque cependant la dépendance des autres activités de service à l'industrie pétrogazière et explique en termes absolus le caractère assez énergivore de l'économie nigériane. Concernant le mix électrique, à savoir le bouquet énergétique nécessaire à la génération d'électricité, le Nigeria a recours massivement aux combustibles fossiles, eu égard à ses dotations exceptionnelles en pétrole et gaz, lesquelles représentent respectivement 40 et 150 années des niveaux actuels de production. Ainsi, 90% de la génération d'électricité est issue du gaz et du pétrole, le reliquat étant le fait de la filière hydraulique. Alors, les autorités nigérianes ont mis en place une politique de diversification du mix électrique. Et à l'horizon 2025, les autorités envisagent de faire porter la part de renouvelables à plus de 20% de la génération d'électricité. À cet objectif de diversification du mix énergétique s'ajoute le défi majeur pour le Nigeria d'améliorer l'accès à l'électricité pour les populations. Car moins de la moitié de la population nigériane aurait accès à l'électricité. Des questions de l'intensité énergétique du PIB, et donc du caractère énergivore d'une économie et du mix énergétique, découle corollairement celle de l'intensité carbone. On définit l'intensité carbone comme le volume des émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB en dollars constants. Il mesure donc le niveau de CO2 émis pour générer 1 dollar de PIB. Empiriquement, on observe une relation linéaire entre intensité carbone et intensité énergétique. Ainsi, une économie énergétiquement intense, donc faible en termes d'efficacité énergétique, le sera d'autant pour ce qui concerne ses émissions de CO2. Trivial dans un contexte d'endogénéité évidente entre les deux variables. Au niveau mondial, 1 dollar de PIB est généré par 750 g de CO2 en 2014. C'est une tendance à la baisse car en 1980, il fallait 1150 g de CO2 pour produire 1 dollar en prix constant, ceci malgré la hausse structurelle des émissions au niveau mondial. La baisse tendancielle moyenne au niveau mondial de l'intensité carbone masque toutefois des évolutions contrastées. Certains pays voient leur intensité carbone diminuer, les pays développés essentiellement, Amérique du Nord, Union européenne, alors que pour d'autres, la génération d'une unité de revenus nécessite autant, voire plus d'émissions de CO2 en raison du caractère intense en énergie et carboné de leur économie, l'Asie et le Moyen-Orient par exemple. Revenons à nos KPI. L'Indonésie présente une position assez conforme pour ce qui concerne le contenu en carbone de son économie.
Pour une valeur d'intensité énergétique proche de 0,5 tonnes équivalent pétrole pour 1000 dollars de PIB, l'économie indonésienne génère près de 1300 kg de CO2, soit 1300 grammes pour 1 dollar et 1,7 fois la moyenne mondiale. Dans le temps, l'intensité carbone de l'économie indonésienne est orientée à la baisse et reflète la diminution de son intensité énergétique en raison essentiellement d'un effet de changement de structure de la valeur ajoutée sectorielle, comme évoqué précédemment. Son contenu en carbone reste toutefois plus élevé que celui des économies du continent asiatique, 1200 grammes par unité de PIB contre 1300 pour l'Indonésie. Alors, la trajectoire de réduction de l'intensité carbone de l'Indonésie reste contrainte par l'évolution de son mix énergétique, dont on a pu tout à l'heure observer le caractère ambitieux. Alors revenons à la Jordanie. Bien que l'intensité énergétique du PIB jordanien soit assez proche des pays de la même tranche de revenus, proche de 4000 dollars par habitant, et de taille équivalente, son intensité carbone tend à être cependant plus élevée. En effet, le volume des émissions de CO2 par unité de PIB, plus de 1200 grammes pour 1 dollar en moyenne depuis 2010, est proche d'un pays comme l'Indonésie, dont le modèle de croissance est plus industriel. La comparaison avec la Tunisie, pays dont la taille, le niveau de richesse par habitant et la décomposition sectorielle du PIB sont assez proches, confirme cette observation, 600 grammes pour 1 dollar pour la Tunisie, contre le double pour la Jordanie. Pour autant, la politique volontariste des autorités jordaniennes pour diversifier leur mix énergétique depuis 2011 explique la franche orientation baissière de l'intensité carbone de la Jordanie. Cette trajectoire plus vertueuse devrait se poursuivre dans les prochaines années. Enfin, notre dernier cas d'étude, le Nigeria. L'intensité carbone du PIB nigérian est faible et sa trajectoire est cohérente avec celle de son intensité énergétique, 500 grammes de CO2 pour unité de PIB pour le Nigeria, contre près de 1200 grammes pour l'ensemble du continent, illustrant l'effet de l'Afrique du Sud. Elle est aussi cohérente avec les pays de même niveau de revenus, entre 2000 et 2500 dollars par habitant. La réduction tendancielle de son intensité carbone est le corollaire de l'essor des activités de services dans la valeur ajoutée totale au détriment des activités pétrogazières. Cette réduction ne résulte donc pas d'une approche vertueuse du Nigeria pour améliorer son efficacité énergétique et donc son intensité carbone. Alors en guise de conclusion, les processus de développement des pays du Sud font face à bien des contraintes en ce début de siècle. La déplétion des ressources énergétiques fossiles et donc le renchérissement du coût de l'accès à l'énergie pèsent fondamentalement et à des degrés divers sur leur processus de développement. L'amorce d'une transition énergétique de certains pays est une réponse au défi consistant à produire de la richesse avec moins d'énergie d'origine fossile et donc réduire l'intensité carbone de leur économie. Elle passe avant tout par une politique volontariste de diversification du mix énergétique, mais tous les pays n'en ont pas les moyens, ni techniques, ni financiers. L'accès à l'énergie est un des 17 objectifs du développement durable des Nations Unies. Il s'ajoute à celui de l'accès à l'eau, dont la raréfaction affecte plus de 40% de la population mondiale et implique déjà, pour nombre de pays du Sud, des dépenses énergétiques exceptionnelles pour puiser l'eau dans des sources de plus en plus inaccessibles. En définitive, on comprend bien l'enjeu fondamental que représente celui de la transition énergétique pour ces pays, tant pour leur développement économique que pour réduire les émissions de CO2 et pour, en général, l'amélioration des conditions de vie des populations.